santé. Chantal Laureau. Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Asthme, toux, allergies, cancer, AVC, de nombreuses études récentes pointent l'impact direct de la pollution sur la santé. Selon l'OMS, cette pollution est responsable de près de 7 millions de décès prématurés dans le monde chaque année, dont 1 million en Afrique. Et d'après la revue The Lancet, 13% des nouveaux cas d'asthme chez les enfants sont directement liés à la pollution automobile. En France, selon l'UNICEF, plus de 3 enfants sur 4 respirent un air toxique, d'où le slogan de la campagne lancée le mois dernier dans l'Hexagone, pour chaque enfant un air pur, avec un appel pressant au pouvoir public pour qu'ils agissent. Ça va ? Allez les filles, on y va. C'est bon ? Alors, quelles sont les maladies ou les troubles directement associés à la pollution ? La population est-elle suffisamment alertée sur les risques ? Comment se protéger ? Face à l'urgence sanitaire, quelles sont les mesures concrètes à prendre pour inverser la tendance ? On va tenter de répondre à ces questions avec notre invité. Professeur Denis-André Charpin, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'université Aix-Marseille, praticien hospitalier en pneumologie et allergologie à l'assistance publique hôpitaux de Marseille, et vous êtes président de l'APA, l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Tout à l'heure, nous serons en ligne de Dakar avec le professeur Mamadou Fall, professeur de toxicologie à l'université Cheikh Anta Diop et chercheur principal au Sénégal sur le projet pollution urbaine de l'air et maladies respiratoires non transmissibles. Et puis, nous nous intéresserons au taux de pollution inquiétant en Inde avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farsi. Si vous voulez témoigner ou poser des questions à notre invité, n'hésitez pas à appeler nous au 33 1 84 22 75 75 ou laissez-nous un message sur la page Facebook de Priorité Santé. Priorité santé sur RFI. Professeur Charpin, on a entendu à l'instant dans le clip de campagne de l'UNICEF des enfants tousser ou avoir du mal à respirer. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler la définition de l'asthme ? Oui, alors l'asthme, c'est une maladie qui consiste en des symptômes tels qu'on les a vus, c'est-à-dire toux, sifflement, oppression dans la poitrine, qui sont variables dans le temps, variables spontanément ou sous l'effet d'un traitement. Bon, c'est une définition un peu longue et ce qui fait que pour le diagnostic, c'est vrai qu'il faut s'appuyer à la fois sur des symptômes et puis aussi sur la mesure du souffle. Quelques 235 millions de personnes dans le monde souffrent de crises d'asthme récurrentes. Est-ce que ce chiffre s'explique par la pollution croissante sur la planète ? Alors, on dit que l'asthmatique a une hyperréactivité bronchique, c'est-à-dire que ses bronches sont chatouilleuses. Et les polluants sont une des substances qui peuvent gêner l'asthmatique, mais il y en a bien d'autres. Alors les causes de l'augmentation de l'asthme sont très diverses. La pollution en fait partie, mais on insiste beaucoup aussi sur le mode de vie du citadin qui a perdu ses racines à la campagne où il y a des facteurs protecteurs contre l'asthme. Par exemple, le contact avec les animaux de la ferme, du poulailler, enfin le fait de vivre au contact pour un nourrisson et un jeune enfant, le fait de vivre dans ce milieu-là lui confère une protection contre l'asthme et de manière générale contre les maladies allergiques. Alors pourquoi les enfants sont-ils les premiers touchés par la pollution ? Pour plusieurs raisons. D'abord, ils respirent plus vite que les adultes. Ils ont un rythme respiratoire d'environ 20-25 cycles par minute. L'adulte, 12. Deuxièmement, ils respirent plus près du sol, donc plus près des pots d'échappement. Et troisièmement, et peut-être surtout, leurs alvéoles sont en développement. Jusqu'à 3 ans, elles se multiplient. Et jusqu'à 25 ans environ, elles grandissent, elles se développent. Et donc, on comprend que c'est une population particulièrement vulnérable vis-à-vis de ce facteur de risque. Alors je parlais de l'asthme, mais je suppose qu'il y a plusieurs autres pathologies provoquées par la pollution de l'air chez l'enfant.
Oui, alors il y a aussi la bronchite chronique, le fait d'avoir les bronches exposées à ces polluants fait tousser de manière régulière, c'est la définition de la bronchite chronique. Puis il y a même des déformations des bronches quand notamment dans les pays en développement, avec le phénomène qu'on appelle combustion de la biomasse, c'est-à-dire brûler dans des habitations primitives des déchets, des végétaux, des déchets organiques pour se chauffer ou pour faire la cuisine. Ça fait une fumée extrêmement toxique. Est-ce qu'il y a la première raison de la pollution en Afrique de l'Ouest, notamment? Oui, c'est ça. Oui, c'est quand vous l'avez rappelé en introduction, les millions de décès en rapport avec la pollution extérieure et intérieure. Et la pollution intérieure, c'est ça. Oui, c'est un phénomène très redoutable qui abîme les bronches, qui génère ce qu'on appelle des dilatations des bronches, qui favorise la tuberculose et le cancer des bronches. Et est-ce qu'un air pollué peut aller aussi jusqu'à provoquer des retards de développement mental et moteur chez l'enfant? Oui aussi, parce que le poumon, les bronches, c'est la porte d'entrée des polluants atmosphériques. Mais une fois que ces gaz et ces particules sont dans les alvéoles, pour les particules les plus fines, en tout cas, elles vont passer dans le sang. Et à partir du sang, elles font le tour de l'organisme, ce qui explique qu'il y ait des conséquences sur le cerveau, sur les artères du cœur, sur les artères des jambes. Et une femme enceinte qui respire un air pollué, oui, va le transmettre par l'intermédiaire du placenta au fœtus. Et c'est bien connu aujourd'hui, des répercussions sur le poids de naissance, notamment de l'enfant à naître. Et ces particules nocives, est-ce qu'on les évacue ou est-ce qu'elles restent pour toujours dans l'organisme, une fois qu'on les a respirées, absorbées? Ça, c'est un peu difficile à dire, mais elles sont tellement petites qu'elles vont de manière très périphérique se bloquer dans les petits capillaires. Et alors, ce qu'on connaît pas bien du tout aujourd'hui, c'est les effets sur la santé en fonction de la nature de la particule. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on évalue les particules en poids par mètre cube d'air inhalé, ou au maximum on les compte. Mais on n'a pas d'études qui montrent le caractère dangereux différentiel de particules de telle ou telle nature. C'est sûrement un champ d'études pour l'avenir extrêmement important. On observe vraiment une recrudescence des crises d'asthme lors des pics de pollution? Oui, ça c'est un fait bien établi depuis longtemps, parce qu'on a des études statistiques extrêmement puissantes où on a comptabilisé les entrées aux urgences pour motifs respiratoires depuis des années et des années. Et en parallèle, on a comptabilisé aussi les taux de pollution au jour le jour. Et donc on met les deux séries de données en parallèle et on observe une liaison forte, oui, entre la teneur notamment en particules fines et le risque pour un asthmatique d'aller aux urgences. Oui, c'est un fait qui est de nature causale, c'est-à-dire qui est fortement établi. Professeur Charpin, je vous propose maintenant d'écouter un témoignage. Simon se définit comme un vélo-taffeur. Tous les jours, il enfourche son vélo pour faire les 30 km qui le séparent de son lieu de travail. S'il a abandonné les transports en commun parisiens depuis bientôt 2 ans, c'est parce que malgré les idées reçues, le vélo est un des moyens de transport qui expose le moins à la pollution. C'est ce que Simon a expliqué à Ndeye Alatiba. On dit souvent, mais oui, mais quand tu pédales, tu es essoufflé, donc tu respires beaucoup plus fort. Tu inhales beaucoup plus d'air pollué. Il faut savoir que l'endroit le plus pollué dans Paris, c'est dans l'habitacle d'une voiture, puisque en général, la prise d'air de la voiture, elle se trouve à l'avant et donc du coup juste au niveau du pot d'échappement de la voiture qui précède. L'air est plus pollué également dans les transports en commun, notamment dans le métro, qu'à l'air libre en fait. Donc les moins exposés sont tout d'abord les piétons et puis les cyclistes. Je suis ce qu'on appelle un vélo-taffeur, c'est-à-dire je prends mon vélo pour aller au taf, pour aller au travail. Donc moi mon trajet quotidien, j'ai à peu près 25 km aller-retour par jour. Tout d'abord c'était une question d'efficacité, tout simplement parce que c'était plus rapide que n'importe quel autre moyen de transport à Paris. Et après, il y a effectivement les questions de santé qui se sont posées. On m'a toujours dit que c'était bien de faire du vélo, d'avoir une activité physique régulière. Alors après, à Paris, c'est vrai qu'il y a ce gros problème de la pollution. Mais c'est pas si handicapant que ça à vélo, en fait, puisque paradoxalement, même si on circule au milieu des voitures, sur la voirie et sur la chaussée, c'est pas nous qui sommes les plus impactés. Il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que les employés des entreprises qui venaient à vélo prenaient de l'ordre de 10 à 15% d'arrêt maladie en moins
que ceux qui venaient en transport en commun ou en voiture, justement du fait de l'activité physique régulière. Pour moi, le vélo, c'est vraiment un moyen de transport. J'appuie pas sur les pédales à fond, je suis pas là pour faire la course. Et encore une fois, j'insiste, c'est vraiment pas... quand j'arrive au travail, tout le monde me dit le sportif, attends, sueur et tout. Non, c'est du transport, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est vrai que moi, au niveau de ma santé, je me sens mieux. J'ai perdu du poids, je suis moins essoufflé. J'étais un gros fumeur avant, ça m'a contribué à arrêter de fumer aussi, je m'y suis mis. Et j'ai pas de problème respiratoire plus que ça. À Paris, on a la chance d'avoir en plus de plus en plus d'infrastructures cyclables. Des pistes cyclables qui sont souvent soit sur le côté de la route, soit complètement dégagées de la route. Et quelques mètres suffisent en fait pour être à l'écart de la masse de pollution qui est vraiment concentrée au niveau du trafic automobile. Et avec le vélo, quand on se retrouve justement dans un bouchon ou à côté d'un endroit où il y a plein de voitures, de scooters, de roues, de camions avec tout leur pot d'échappement, pour moi, c'est un mauvais moment qui va durer une dizaine de secondes, 15 secondes, et je vais pas rester 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes bloqué dans un bouchon à respirer cet air vicié. Je pense pas que les masques anti-pollution soient vraiment une très bonne idée. Je vois plus ça comme un argument marketing, puisque déjà, comme je l'ai dit, on n'est pas si exposé que ça à la pollution en tant que cycliste. Pour avoir un masque efficace, il faudrait vraiment qu'il soit adapté à la morphologie de mon visage pour qu'il n'y ait pas un trou ou quelque chose. C'est pas le cas. Donc c'est surtout un argument marketing à mes yeux, j'en ai pas besoin. Et puis quand je fais un trajet de vélo, oui, c'est 35 minutes, 45 minutes, donc oui, je suis pas non plus des heures et des heures exposé au gaz d'échappement. Professeur Charpin, vous êtes d'accord avec Simon? Le vélo est un des moyens de transport qui expose le moins à la pollution? Oui, c'est vrai, il y a eu des études précises sur le sujet. Bon, alors bien sûr, c'est mieux d'avoir une voie dédiée pour cyclistes, mais c'est quand même le moins de pire, si on peut dire, vis-à-vis des personnes qui voyagent en transport en commun et surtout dans les automobiles. Alors, votre auditeur a raison de dire que tout compte fait, c'est bénéfique. Mais il y a eu des études très précises faites sur le sujet et il faudrait être sur le vélo 12 heures par jour pour que le résultat s'inverse. C'est-à-dire que les inconvénients liés à l'inhalation supplémentaire de polluants contrebalancent les effets bénéfiques de l'exercice physique. Donc l'exercice physique hors un pic de pollution est toujours bénéfique. Et c'est important de le redire. Il y avait à Marseille l'an dernier des mesures sur un stade où évoluent des joueurs de foot, qui est le long d'une autoroute qui relie Aix et Marseille. Et certains collègues se sont exprimés de façon un peu malheureuse, disant que c'était pire, c'était pire de jouer au foot sur ce terrain. En réalité, non, c'est toujours mieux de faire de l'exercice, même si il vaudrait mieux le faire ailleurs, même si c'est à côté de cette voie à grande circulation. Donc les effets bénéfiques de l'exercice surpassent les effets négatifs de l'exposition majorée au trafic automobile. Voilà, donc il faut continuer à faire du jogging, du running, même si on habite en ville et pas à la campagne. Oui, c'est toujours bénéfique. Alors, c'est vrai, comme le disait Simon, vous le confirmez en tout cas, que c'est dans les transports en commun et dans sa voiture qu'on respire l'air le plus pollué. Pourquoi ? Surtout dans la voiture, parce que la prise d'air, pour des raisons aérodynamiques, la prise d'air du véhicule se trouve à l'avant de la voiture. Et donc, quand la circulation n'est pas fluide, on se trouve directement sous le pot d'échappement de la voiture qui précède. Et donc, c'est dans ces circonstances que l'exposition est maximum. Mais dans le métro, par exemple? Alors, dans le métro, c'est un peu différent. Il y a eu des études qui comparent les passagers du RER, du métro, et puis aux piétons et circulation et véhicules. Il y a beaucoup de particules dans le métro, des particules qui sont dues au freinage. Donc, ce sont des particules d'origine métallique. Et ça revient à une discussion précédente. C'est-à-dire que on connaît pas bien l'effet sur la santé en fonction de la nature de la particule. Donc, on sait pas trop. Probablement, quand même, ces particules métalliques ont un effet sur la santé qui est moindre que celle du brûlage de l'essence ou du fioul qui comporte des carcinogènes. Mais il faudrait en savoir plus sur les effets précis sur la santé. Alors, est-ce que c'est utile ou pas de porter un masque? Simon parle d'arguments marketing. On voit beaucoup de masques dans certains pays asiatiques, très peu en France.
Oui, alors en ce qui concerne le masque, l'Agence nationale de sécurité environnementale, en avril 2018, a publié un rapport sur le sujet qui est plutôt qui ne favorise pas le port du masque. Il est vrai que si on regarde les caractéristiques de ces masques, ils paraissent très efficaces puisqu'ils arrêtent la très grande majorité des particules fines. Mais il y a des études faites en vie réelle qui montrent que chez la personne justement qui marche, qui court ou qui fait du vélo, l'adhérence au visage est imparfaite. Et donc il y a des fuites, et à partir du moment où il y a des fuites, le masque ne remplit plus son usage. Et enfin, le masque risque de donner à l'utilisateur une sensation de fausse sécurité, c'est-à-dire l'amener à s'exposer alors que la protection n'est pas satisfaisante. Alors Yves nous écrit de Kinshasa sur notre page Facebook. Je travaille juste à côté de la route. Quels sont les risques? Comment puis-je me protéger? Qu'est-ce qu'on peut répondre à Yves? On n'a pas grand-chose à lui répondre, hein, parce qu'il travaille à côté de la route. Ça dépend bien sûr de la circulation, de l'intensité de la circulation automobile sur cette route et de la nature des véhicules. Il y a peut-être des véhicules à Kinshasa, j'imagine, qui sont très polluants. Et ben il va pas pouvoir porter de masque. Et il faut on n'a pas grand-chose à lui dire, hein, qu'il se détache de quelques mètres, enfin qu'il essaie de pas être directement sur la chaussée. Bonjour Chantal, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant de RFI en Inde et vous êtes basé justement à New Delhi, classé pendant plusieurs années comme la ville la plus polluée de la planète. Mais il n'y a pas que New Delhi qui pose problème. L'Inde compte les 14 villes les plus polluées du monde en particules fines. C'est ce qu'indique le dernier recensement de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Résultat, l'impact sur la santé commence à se chiffrer en années de vie perdue. Sébastien, est-ce que vous pouvez d'abord nous dresser un tableau de cette pollution atmosphérique en Inde? Quelles sont les villes et les régions les plus touchées? Eh bien Chantal, ces 14 villes les plus polluées dont vous parlez se trouvent en fait toutes dans le nord de l'Inde, dans cette grande plaine du Gange qui s'étend de Bénarès et Patna à l'est jusqu'à New Delhi. Et ce n'est en fait plus la capitale indienne qui est en tête de ce classement morbide, mais des villes de taille moyenne comme Kanpur, une ville industrielle de l'Uttar Pradesh, et Faridabad, une cité satellitaire de New Delhi, numéro 2 dans le classement. Dans ces métropoles, eh bien, les taux de pollution annuels sont plus de 17 fois supérieurs à ceux recommandés par l'OMS. Des niveaux préoccupants donc, causés par l'urbanisation galopante et l'industrialisation peu régulée dans ces régions. Cette pollution était certainement déjà alarmante depuis plusieurs années, mais on ne le découvre en fait que maintenant, car on commence à peine à réaliser des relevés dans les villes secondaires indiennes. Quelle est la composition de cette pollution, Sébastien ? Eh bien, c'est un mélange en fait d'émissions des véhicules dont le nombre explose, de fumées d'industrie telles que les nombreuses centrales à charbon, les usines de briques ou de cuir. Et un gros tiers de cette pollution, Chantal, est également causée par les chantiers de construction. Le développement urbain en Inde est frénétique, des routes, des nouvelles tours résidentielles sont construites un peu partout dans ces mégapoles, et ces chantiers déplacent beaucoup de sable et de terre qui s'envolent et fait suffoquer les habitants. Les énormes villes côtières de Bombay ou de Madras ont des émissions similaires, mais par chance, eh bien, les vents marins balayent ces particules dans ces villes, ce qui n'est pas le cas dans cette région du nord de l'Inde dont je parlais et qui est encastrée et qui souffre donc bien plus de cette pollution. Il y a du reste une contamination plus sourde mais tout aussi meurtrière, c'est celle produite par les fumées des cuisinières traditionnelles dans les campagnes. Les foyers sans gaz ni électricité utilisent du bois ou des bousses de vache dans les petites maisons pour faire la cuisine et les femmes respirent ces émanations tous les jours. Cette contamination de l'intérieur des maisons serait même responsable de plus d'un tiers des décès causés par la pollution atmosphérique dans le pays. Justement, on a une idée des dommages que cette pollution cause sur la santé des Indiens ? Eh bien, oui, on commence à avoir une idée. Les chiffres commencent à peine à sortir et ils font peur. Une étude publiée l'année dernière dans le journal scientifique The Lancet affirme qu'un décès sur 8 en Inde est lié à la pollution atmosphérique. Celle-ci entraînerait la mort d'1 200 000 personnes chaque année dans le pays et réduirait l'espérance de vie des Indiens de près de 2 années. Une étude américaine encore plus récente parle même de 4 ans de vie perdus à cause de cette pollution. Et dans tous les cas, eh bien, cette pollution est devenue plus mortelle en Inde que la cigarette, que le sida ou la tuberculose, qui sont pourtant des fléaux particulièrement fatals.
et cela représente la deuxième cause de maladie après la malnutrition. Alors quel type de maladie voit-on se développer aujourd'hui ? Eh bien, la majorité des maladies sont des infections pulmonaires, bien sûr, des obstructions pulmonaires chroniques qui touchent bien sûr le plus violemment et les enfants. Les femmes enceintes également, quand elles sont exposées à cette pollution, ont des risques d'accoucher prématurément. Les poumons des enfants, quant à eux, peinent à se développer dans des environnements pollués. Et ils peuvent développer, ces enfants, de l'asthme chronique. Cela entraîne dans la population en général des infections pulmonaires graves. Il y a quelques mois, par exemple, un pneumologue de Faridabad, donc qui est cette ville, la deuxième ville la plus polluée du monde, en banlieue de Delhi, il me disait qu'il était effaré. Dans sa clinique, les cas de tuberculose ont été multipliés par 5 en un an. Et quelles sont les mesures prises pour réduire cette effrayante pollution, Sébastien ? Eh bien, elles sont assez rares, ces mesures, et particulièrement concentrées dans les grandes villes. Dans la région de New Delhi, par exemple, un comité de contrôle de la pollution a été créé il y a 1 an et demi pour prendre des mesures de prévention et d'urgence, surtout pendant l'hiver, qui est la saison la plus polluée à cause du brouillard. Ce comité a obtenu, par exemple, l'hiver dernier, la fermeture de la dernière centrale à charbon de la région, ainsi que le contrôle des générateurs de diesel qui polluent aussi beaucoup. Ce comité peut aller jusqu'à imposer la circulation alternée en cas de graphique. Alors ce n'est pas encore arrivé, mais aucune politique radicale et nationale de réduction du nombre de véhicules n'a en fait été initiée, même si de timides initiatives ont été annoncées pour promouvoir les véhicules électriques qui sont quasiment absents du parc automobile indien. Donc ce qui reste est tout simplement la protection individuelle. Les populations aisées des villes s'équipent en masques ou en filtres à air, ce qui fait naître en fait un nouveau business de la pollution. Et les moins fortunés, qui représentent l'écrasante majorité de la population indienne, eux meurent à petit feu en attendant de réelles améliorations. Merci beaucoup Sébastien Farcy, correspondant de RFI à New Delhi. Professeur Charpin, Sébastien le disait à l'instant, tout le monde n'est pas égal face à la pollution. Oui, c'est un constat assez accablant. Alors tout le monde n'est pas égal pour 2 raisons. Enfin, il parlait des ressources financières, effectivement, pour habiter dans un quartier plus favorable, pour équiper sa maison de filtres à particules. Ça, c'est intéressant, ça a été montré, c'est une mesure positive. Et puis tout le monde n'est pas égal aussi individuellement, parce qu'on se défend plus ou moins bien vis-à-vis des effets de la pollution atmosphérique. La pollution exerce ses effets par oxydation, et physiologiquement, on a un système antioxydant qui permet plus ou moins de se défendre, et selon les individus, ce système antioxydant est plus ou moins performant. D'une manière générale, quelle est la part de la circulation automobile dans la pollution atmosphérique ? Alors, ça dépend beaucoup de l'endroit où on habite. Globalement, en ce qui concerne les particules, la circulation automobile est responsable d'environ 15% de la génération des particules. Bon, bien sûr, en ville, c'est plus. En ville, ça peut être de l'ordre de 25-30%, mais ça n'est pas 100%. C'est pour ça que par exemple, le fait d'avoir des véhicules munis de filtres à particules, ça a un effet, bien sûr, sur les émissions de particules par les véhicules, mais au niveau global, ça diminue de façon beaucoup moindre le taux, parce qu'il y a les autres sources de particules qui sont toujours présentes. On va y revenir. Donc ça veut dire que limiter la vitesse ou autoriser seulement les voitures identifiées comme les moins polluantes à circuler pour réduire le trafic automobile, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan ? Ou c'est mieux que rien ? C'est quand même mieux que rien. C'est surtout peut-être l'impact majeur, il est psychologique. Il faut faire prendre conscience à la population du danger représenté par la pollution atmosphérique, qui est un danger assez sournois, latent. Et cette prise de conscience est nécessaire parce qu'il y a des mesures coercitives derrière. Et derrière, il faut que la population soit préparée pour les accepter. Alors le covoiturage semble une solution de bon sens. D'après vous, pourquoi est-ce que cette solution ne se développe pas plus ? Il faut changer les mentalités, ça va prendre encore beaucoup de temps. Oui, c'est une question de mentalité. Oui, prendre des transports en commun, faire du covoiturage, bien sûr, ça tombe sous le sens, mais il faut un intéressement sûrement. Hein. Il faut que les entreprises, ça commence à se faire, puissent apporter un bonus à la personne qui fait l'effort de se lancer dans ces modes de partage de l'automobile.
On va prendre la direction du Sénégal à présent. L'Afrique de l'Ouest est la deuxième région la plus peuplée du monde après l'Asie du Sud-Est à souffrir de pollution en ce qui concerne les particules fines. Mamadou Fall, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de toxicologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Fall, est-ce que vous pouvez d'abord nous parler du projet sur lequel vous travaillez, projet intitulé « Pollution urbaine de l'air et maladies respiratoires non transmissibles ». Merci de nous avoir invités encore une fois pour parler de la pollution de l'air. Donc le projet Impact de la pollution de l'air sur les maladies respiratoires non transmissibles est un projet sous-régional financé par le CRDI et appelé projet Sherpol et qui concerne 3 capitales de la sous-région. Dakar au Sénégal, Cotonou au Bénin, Ouagadougou au Burkina et Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc c'est un projet, on est à la 4e année actuellement. Quels sont les points communs entre ces différentes capitales au niveau pollution? Est-ce que les sources de pollution sont identiques au Bénin et en Côte d'Ivoire, par exemple? Non, c'est pour cela d'ailleurs on avait choisi de comparer les villes, parce que surtout qu'on connaît que dans ces grandes villes, la source de pollution d'origine automobile est très importante, disons de transport. On a une particularité entre ces villes. À Cotonou, c'est surtout les immédiats, les taxis motos. À Dakar, il y a les bus de transport, mais surtout les cars rapides. À Abidjan également, il y a d'autres systèmes de transport. Et à Ouagadougou, pratiquement, c'est même pas un système de transport en commun, c'est chacun sa modulette. Alors, quels sont... Oui. Oui. Allez-y, terminez votre phrase. C'est surtout pour essayer de comparer la pollution extérieure entre Dakar et Cotonou, qui sont assez différentes pour ce système, mais aussi entre Ouagadougou et Abidjan pour la pollution de l'air intérieur, sachant qu'à Abidjan, il y a beaucoup d'utilisation de gaz butane et à Ouaga, peut-être plus de l'énergie avec du charbon de bois. Alors, quels sont les liens entre la pollution dont vous parlez et les maladies respiratoires non transmissibles? Alors, notre étude, ce que nous avons effectué avec surtout une équipe pluridisciplinaire de toxicologues, d'épidémiologistes, mais également de pneumologues, et on a été très surpris, peut-être pas, mais on s'est retrouvé avec une prévalence presque de 30% de personnes souffrant de maladies, affectées de maladies respiratoires, soit l'asthme, soit la bronchopneumopathie constructive, alors que les données disaient que la population était à 8%. C'est vrai que l'étude reste à être affinée, mais les groupes qui sont les plus exposés, à savoir les professionnels du transport, les marchands au bord de la route, on a trouvé jusqu'à 40%. Et même dans des quartiers à l'intérieur des maisons, quand même, on est entre 20, 30, 35%. Donc c'est assez sérieux. Tout ne peut pas être expliqué par la pollution, mais que je pense que la majorité se réduit à cette pollution qui est assez visible, même sans appareil. Et à Dakar, pouvez-vous prévoir les pics de pollution? Difficile. Il y a l'ANACIM qui s'occupe de la météo et le centre de gestion de qualité de l'air qui donne des informations assez régulièrement. Mais souvent, c'est pas pour dire ce qui va se passer dans 2 jours, 3 jours. C'est peut-être dans un avenir très proche, surtout dans une période où on voit arriver les particules désertiques. Mais la pollution de fond à Dakar, c'est très difficile de le faire, surtout que c'est constant. Et donc, les gens savent que cette pollution est là. Et pendant les périodes de grandes pics de particules venant du désert, ces particules ne sont pas les plus préoccupantes, seulement parce que c'est assez inerte, même si les quantités sont assez importantes. Là, on a vraiment une prévision sur 1 semaine, 2 semaines pour dire que voilà, la pollution serait importante parce qu'on a pris comme indicateur ces particules. Mais comment, très concrètement, les Dakarois sont-ils avertis de ces pics de pollution par les autorités? Est-ce que ça passe par des messages à la radio, à la télévision, dans les journaux?
Le centre de... Oui, à la radio particulièrement, quand c'est vraiment assez important, il y a l'ANACIM, également le centre de gestion de qualité de l'air qui diffuse ces infos relayées par les radios. Et dans certaines artères de Dakar, on a également des écrans géants qui régulièrement donnent les informations sur ces particules. Mais vu le niveau de formation, d'études des populations, souvent, c'est pas forcément tout le monde qui reçoit ces infos. En plus, il y a un mailing list qui permet d'avoir ces informations en milieu de journée tous les jours. Mais forcément, c'est pas une grande partie de la population qui reçoit ces infos. Et est-ce que la population est davantage sensible aujourd'hui à ces questions de pollution? Est-ce que vous avez remarqué un changement dans les comportements? Changement difficile à dire parce que déjà, on n'a pas trop de réglementation pour les sources d'émissions, surtout d'origine automobile. De plus en plus, on voit les artères encombrées. Tous les jours, on voit des véhicules qui sortent une fumée très noirâtre et un problème de réglage de moteur, etc. Et ça, je pense que ça ne peut pas nous dire qu'il y a un changement de comportement. Tout récemment, les autorités ont lancé vraiment un appel à désencombrement, le civisme, etc. Nous espérons que les gens vont suivre en essayant de changer de comportement pour diminuer la pollution. Professeur Fall, quel est le message que vous souhaiteriez faire passer aujourd'hui? Dire que chacun peut faire quelque chose. Je pense que nous avons passé plusieurs mois entre les communes à faire une sensibilisation, que ce soit au niveau des foyers avec les sources de pollution comme l'encens, les cuisines mal aérées, que ce soit au niveau de l'État pour réglementer un peu la qualité du carburant, mais également les émissions au moteur, mais également au niveau du ministère de l'Urbanisme, surtout revoir l'urbanisation de Dakar, parce que on a vu que la pollution intérieure était beaucoup plus importante que ce qui est à l'extérieur. Donc c'est de dire à tout le monde que chacun peut faire quelque chose, aller faire ses courses le dimanche à pied, ou vraiment partager les véhicules, ce qui n'est pas encore culturel à ce niveau-là, mais surtout une amélioration des transports en commun qui permettrait à tout le monde de les prendre. Voilà. Merci beaucoup, professeur Mamadou Fall, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de toxicologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Charpin, vous voulez réagir à ce que vient de dire votre confrère? Ouais, c'est un constat un peu attristant et les conseils qu'il donne sont les bons. C'est vrai que traditionnellement, on pensait que l'Afrique était relativement épargnée par l'asthme et les maladies allergiques. Et c'était vrai tant que les populations étaient essentiellement en milieu rural, mais certainement que la chose est en train de changer. Alors il y a un point, oui, notre collègue n'a pas parlé du tabagisme. Et c'est un point sur lequel il faut toujours insister parce que les médias relaient beaucoup ces informations sur la pollution atmosphérique générale et ça a tendance à faire passer au deuxième plan les ravages du tabagisme. Et dans une étude récente, on demandait à la population, enfin au public, ce qu'ils pensaient des facteurs de risque du cancer du poumon. Aujourd'hui, c'est la pollution atmosphérique qui arrive en premier. Donc ça décourage un peu, ça a tendance à banaliser le tabagisme, qui en tout cas dans les pays développés reste de loin la cause numéro 1 du cancer du poumon. Puis alors il y a un point aussi qui m'a intéressé, c'est dans ce pays le rôle des vents qui amènent des particules du sable du désert, et des particules inertes, mais enfin qui sont pas sans danger, puisqu'il y a eu il y a 1 an et demi maintenant une publication sur justement les vents du désert qui sont amenés dans les grandes métropoles du bassin méditerranéen, au nord de la Méditerranée. Et malgré tout, on voit qu'il y a un excès de mortalité au moment où il y a ces vents de sud qui amènent ces particules. Donc il ne faut pas penser que parce qu'elles sont naturelles, elles sont inoffensives. C'est pas le cas. Elles sont aussi responsables d'une surmortalité. On va rester sur le continent africain avec Karine qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Karine. Bonjour Chantal. C'est Chantal, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc Karine, on vous écoute. Voilà.
Je disais tout à l'heure que j'étais à Abidjan et que je souffrais de rhinite allergique. J'ai été diagnostiquée vers l'âge de 9 ans, 10 ans. Et donc, depuis lors, je vis avec cette pathologie-là. Et aujourd'hui, vous avez quel âge, Karine? 31 ans. D'accord. Et on vous a expliqué les causes de cette rhinite allergique ou pas? Oui. Au début, on ne savait vraiment pas parce que je tombais tout le temps enrhumée. J'avais la gorge toujours enrouée et mon père s'en plaignait tout le temps. Et on a dû voir un ORL, un spécialiste, et il a diagnostiqué au fait que je souffrais d'une rhinite allergique, après plusieurs questions qu'il a eu à poser. Et déjà, bon, on vivait dans le temps avec des animaux à la maison, avec des chiens. Je pense que c'est ce qui a déclenché mon allergie. Mais par la suite, il y a la pollution aussi atmosphérique qui en est pour beaucoup. Parce que, comme le docteur Diop avait dit tout à l'heure, dans la circulation, les véhicules généralement génèrent beaucoup de fumée. La fumée qui est toxique pour nous. Et en plus de ça, on emprunte des transports en commun, il y a des embouteillages, donc on subit tout ça. Et vous le ressentez physiquement quand vous êtes dans le bus, par exemple. Est-ce que vous sentez que vous commencez à avoir envie d'éternuer ou de tousser ou avoir du mal à avaler? Vous sentez ce genre de choses? Éternuer, ça c'est immédiat. Dès que ça se fait sentir, je commence à éternuer. Et si je ne fais pas attention dans les jours à venir, c'est une crise. Alors, une crise d'au moins 2-3 jours avant que cela s'atténue. Alors, est-ce que vous avez des médicaments? Qu'est-ce que vous faites pour éviter que la crise ne se produise? Voilà, j'ai des médicaments. J'ai des médicaments que je prends, mais qui généralement ne sont pas conseillés d'être pris à terme. Voilà. Il faut que ce soit ponctuel. L'organisme soi-même arrive à se défendre. Donc, c'est quand la crise est vraiment forte que là, j'ai recours à ces médicaments-là. Sinon, j'essaie quand même un tant soit peu de soumettre mon organisme à ce rythme, puisque je suis habituée, je suis obligée. Donc, je soumets mon organisme à l'environnement, mais quand ça ne va vraiment pas, je suis obligée d'avoir recours à mes médicaments. Et est-ce qu'il y a une période de l'année où vous êtes plus vulnérable que d'autres? Oui, pendant l'harmattan. Pendant l'harmattan, quand il y a un vent sec, donc ça soulève généralement beaucoup de poussière au sol qui reste stagnante dans l'air. Vous sentez la poussière quand vous respirez. Quand vous respirez l'air, vous sentez que vous inhalez de la poussière. Et généralement, sur les meubles, sur les véhicules, la poussière se dépose. Donc, du coup, quand cette période est courte, c'est vraiment une grande joie pour moi. Parce que je sais que je ne souffre pas. Mais pendant toute la période de l'harmattan, je suis en souffrance. À moins que j'ai mes médicaments. Voilà. Même quand j'ai mes médicaments, je fais des crises, mais un peu rarement. Mais c'est cette période-là qui est la plus difficile pour moi. L'harmattan, pendant la période d'harmattan. Merci Karine pour votre témoignage. Professeur Charpin, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette rhinite allergique dont souffre Karine? Est-ce qu'elle est condamnée à en souffrir toute sa vie ou est-ce que si elle vivait demain dans un environnement moins pollué, cette rhinite allergique pourrait disparaître? Oui, alors d'abord, elle attribue sa rhinite allergique à l'environnement, qui est très certainement un facteur aggravant, mais elle nous a pas dit si elle était de famille allergique. Probablement, quand même, il y a un facteur génétique important. Karine, vous êtes toujours en ligne? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez posé la question dans votre famille? Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme vous, victimes de rhinite allergique? Est-ce que ça pourrait être héréditaire? Pas de rhinite allergique, mais asthmatique. Oui. Voilà. Alors ensuite, elle parle essentiellement de la pollution extérieure. Bon, moi j'aimerais lui demander comment est son logement. Est-ce qu'il n'y a pas d'un excès d'humidité dans son logement? Est-ce qu'elle est allergique aux acariens de la poussière de maison? Elle nous a parlé du chien, mais enfin l'allergène majeur dans les maisons reste quand même l'acarien. Karine, on vous a fait le test? Oui, pas d'humidité, mais la poussière. Donc du coup, le ménage doit être fait assez constamment pour éviter toute
toute présence de poussière, c'est-à-dire que les meubles, les ventilateurs, les climatiseurs, il faut éviter. Il faut éviter à tout moment que je sois sujet à la présence de poussière. Est-ce qu'on est suffisamment conscient des risques à l'intérieur des maisons? Il y a le problème des maisons en Afrique avec la poussière de l'harmattan et aussi les modes de cuisson notamment, mais il y a aussi les intérieurs européens avec toute une pollution liée à l'ameublement, aux peintures, aux produits électroménagers aussi. Et oui, on a souvent l'impression quand on rentre chez soi qu'on ferme la porte d'entrée, que ça y est, on a mis une barrière étanche et qu'on est bien dans son cocon, mais ça n'est pas le cas effectivement. Et en ce qui concerne la pollution chimique, les produits chimiques, il est bien connu aujourd'hui que l'environnement intérieur est plus pollué que l'environnement extérieur, de l'ordre de 5 à 6 fois. Donc c'est pas rien, et c'est une notion un peu difficile à admettre pour l'occupant de se dire qu'il s'intoxique lui-même, mais c'est le cas. Donc vous avez cité les feux de cheminée, surtout les meubles encollés et puis les produits d'entretien. C'est vrai que la publicité est arrivée à faire penser aux occupants que pour qu'un local paraisse propre, il faut que ça sente, bon. Mais à chaque fois que ça sent, c'est un produit chimique. Et on peut pas revenir à des produits un peu plus naturels pour purifier l'air dans une maison? Oui, c'est purifier l'air, justement. Ça, c'est le slogan des huiles essentielles, mais qui est ravageur et qui est extrême. Ah, les huiles essentielles aussi, vous les trouvez toxiques pour la maison, pour oui, l'air? Évidemment, mais c'est un grand paradoxe quand même que de prétendre purifier l'air en injectant des produits chimiques. Et pourtant, c'est accepté par le public, parce que ces produits sont distribués par les pharmacies. Donc mais en quoi est-ce que l'huile essentielle est un produit chimique? Ce sont des produits chimiques naturels, mais le produit chimique naturel a exactement les mêmes potentialités que le produit chimique de synthèse. Voilà, donc là, il y a un gros problème auquel il faut s'attaquer. Oui, parce qu'actuellement, elles sont super en vogue. Et oui, elles sont super en vogue parce que les fabricants ont fait passer le message que comme c'est naturel, c'est sain. Mais pourtant, l'amiante est naturelle, les pollens sont naturels, donc tout ce qui est naturel n'est pas bon. Et puis, c'est distribué par les pharmacies, donc ça a une vertu, ça a une apparence de respectabilité, ce qu'elle ne devrait pas avoir. Karine, merci beaucoup de nous avoir appelé et de nous avoir d'avoir témoigné donc au micro de Priorité Santé. Je vous souhaite une très bonne journée à Abidjan et je vous dis à bientôt. Encore un conseil ou alors une idée reçue qu'il faut peut-être battre en brèche. Donc il ne faut pas fermer donc sa maison, ses fenêtres. Il faut aérer tous les jours son intérieur. Voilà, il faut aérer, alors si possible, même le matin et le soir. Alors on le dit souvent, on dit 10 minutes le matin et le soir, mais quand on contrôle ce qui se passe, enfin si on peut le faire, on se rend compte que c'est loin d'être 10 minutes. Le plus souvent, c'est 1 à 2 minutes. Donc, il faut aérer le matin. Ça, les gens le font naturellement. Mais le soir, c'est encore plus important parce que c'est à ce moment-là que la maison fonctionne au maximum. On fait la cuisine, on prend les douches, les bains. Et voilà, sauf évidemment, il faut éviter quand même d'aérer au moment des pointes de pollution. Donc, aérer tôt le matin, tard le soir de préférence. Alors on a parlé de la circulation automobile, mais il y a bien d'autres sources de pollution. Le trafic aérien par exemple. Est-ce qu'il va falloir, selon vous, et c'est déjà la tendance qui s'amorce dans certains pays nordiques, moins prendre l'avion et préférer le train, quitte à ce qu'un voyage dure non plus quelques heures mais quelques jours? Et oui, c'est vrai que les projections dans ce domaine sont un peu inquiétantes, parce qu'aujourd'hui, la pollution aérienne représente 3% à peu près des sources de pollution, mais on voit bien que dans les années à venir, ça va peut-être atteindre 10-12%, donc ça va être une source majeure de génération de polluants, et ça va probablement effectivement amener à revoir pour les voyagistes l'organisation des voyages. Vous voyez, plus faire des voyages éclairs, rester plus longtemps, voyager moins, voyager à plus courte distance. Même chose pour le trafic maritime. Est-ce qu'on peut imaginer une réduction des échanges commerciaux, une généralisation des circuits courts? Alors pour les bateaux, c'est un peu différent quand même. Bon, je suis Marseillais, donc je connais un peu la question. Et il y a des moyens efficaces
À Los Angeles, par exemple, on a pu diminuer de 95% la pollution dans les zones portuaires. Comment ? Par 3 moyens. D'abord, alimenter les bateaux quand ils sont taqués électriquement, parce qu'aujourd'hui, ils laissent tourner leur moteur diesel. Deuxièmement, changer le carburant, et il y a des nouveaux bateaux, des porte-conteneurs immenses aujourd'hui qui sont en construction et qui vont marcher au gaz naturel liquéfié, qui est beaucoup moins polluant. Et il y a enfin ce qu'on appelle des scrubbers, qui sont des espèces de capuchons qu'on met sur les cheminées de ces bateaux et qui lavent les émissions, donc qui les débarrassent de la majorité des poussières. Merci beaucoup, professeur Denis-André Charpin, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à Setou Samaké et Ophélie Lassène qui m'ont aidé à préparer cette émission et à Nicolas Benita qui l'a réalisée. Bon week-end à tous et à bientôt. Priorité Santé, Chantal Laureau. Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Asthme, toux, allergies, cancer, AVC, de nombreuses études récentes pointent l'impact direct de la pollution sur la santé. Selon l'OMS, cette pollution est responsable de près de 7 millions de décès prématurés dans le monde chaque année, dont 1 million en Afrique. Et d'après la revue The Lancet, 13% des nouveaux cas d'asthme chez les enfants sont